Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, le site qui essaie de démontrer de façon pragmatique que l'humanité, notre humanité dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection, sa concrétisation en fait, son but. Euh, ce, nous le faisons, nous travaillons à ce but de façon inconsciente, mais il n'empêche que selon moi, il y a un but déterminé de la création et de l'humanité. Nous sommes orientés vers cette finalité, donc la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique et l'accession à l'extase facile, à la béatitude, à l'éveil, au nirvana. En fait, nous allons vers l'éveil dont parle par exemple le bouddhisme ou dont parlent les soufis, l'extase dont parlent les soufis. Et nous allons vers cette finalité tous ensemble, l'ensemble humain, et sans le savoir, sans réellement le réaliser. Voilà. Alors, pour appuyer cette théorie, j'utilise parfois soit des ouvrages, soit des émissions de radio sur France Culture qui m'intéressent. Bien souvent, c'est Avec Philosophie, une émission qu'on peut écouter le matin dans la semaine à partir de 10h, animé par Géraldine Moulman. Et puis là, par exemple, ça va être la deuxième vidéo sur une émission qui s'appelle Concordance des temps par Pierre Jeannet. Je pense que c'est Pierre Jeannet, je vais vérifier. Jean-Noël Jeannet, Concordance des temps. Et donc là, l'émission qu'il avait consacrée le samedi 13 mai, c'était Fraternité pas si simple. Et donc il avait invité un philosophe, Alexandre de Vitry, chercheur en littérature. Et voilà ce qui était dit dans l'introduction. La notion de fraternité laisse ouverte beaucoup d'incertitudes. Ce flou est né de l'histoire qui lui a conféré, au long des siècles, des contenus fort variés, et c'est donc l'histoire aussi qui peut lui restituer à la fois sa complexité et sa densité. Bon, je vais reprendre la lecture où elle en était, et on écoutera et on commente, et je commenterai éventuellement les choses si je sens que ça me donne un peu d'intuition à commenter. Donc je mets en route la lecture. Là, on écoute Léon Blum qui parle de la fraternité. Bourgeat a dit « La République est une surprise dont nous avons fait un miracle. » La République est une surprise dont nous avons fait un miracle. En apparence, et le c'est clair que n'a pas été accompli. Mais il n'a pas été accompli sur l'instant, évidemment. Mais en fait, la République, c'est cette idée d'égalité, cette idée de cette vision universelle, justement, des choses. Elle n'a pas été accomplie parce que dans la totalité de cette invention. Mais le fait d'être inventé, déjà, c'est un accomplissement. Le fait d'avoir imaginé au XVIIIe siècle le libéralisme, c'était, même si le libéralisme, il n'est pas, il est critiquable, et sans parler du fait qu'il a donné naissance à ce néolibéralisme dont on est en train
de subir, qu'on est en train de subir, en somme. Mais il n'empêche que cette idée a amené quelque chose de nouveau dans l'aventure de l'évolution de l'humanité. Le principe de la démocratie naît plus ou moins chez les Grecs et peut-être avec des origines encore un peu plus lointaines. Mais cette idée de démocratie, à partir du moment où elle est posée, même si on n'est pas dans une démocratie, on n'a jamais réussi à faire une démocratie vraiment parfaite. Pour l'instant, on y travaille, on travaille à sa perfection. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit là, c'est déjà une réalisation. Voilà. Le miracle a été annoncé. Il a été préparé pour d'autres temps. Voilà, le miracle. L'immense espérance n'est pas éteinte. Voilà, le miracle a été préparé pour d'autres temps. Léon Blum a compris que la République est là, elle est créée évidemment, mais elle prendra sa dimension pratiquement, voilà, elle est perfectible tout en étant parfaite au moment présent, mais tout en étant perfectible. Mais à un certain moment, elle aura atteint son ultime perfection. C'est de ça dont je parle. Alexandre de Vitry, bonjour. Bonjour. Le miracle n'a pas été accompli en 1848. 100 ans plus tard, Léon Blum paraît un peu plus optimiste. Le serait-il aujourd'hui ? 1848, c'est la révolution. Voilà, justement, j'ai trouvé cet ouvrage hier dans une brocante, Démocratie et capitalisme, de 1848 à 1860. Et justement, on voit que j'ai lu quelques pages au milieu, et on voit évidemment que quand cette révolte de 1848, cette révolution, on peut dire, qui a été la Commune, et qui voulait vraiment appliquer des choses, et on voit à quel point c'était trop avant-gardiste, et quand un système est trop avant-gardiste, il est refusé par la majorité des autres dominants. Ils ne peuvent pas accepter ce changement brutal, donc ils le massacrent, et c'est toujours comme ça dans l'évolution de l'humanité. Il y a les réactionnaires, le système réactionnaire, et le système progressiste, et quand le système progressiste veut aller trop vite, le système réactionnaire a tous les moyens globalement pour l'anéantir, pour le neutraliser. Et derrière cette neutralisation, eh ben c'est ce que disait un petit peu cet ouvrage, les plus durs prennent le pouvoir derrière. Il y a une sorte de radicalité quand ils ont vaincu, quand l'État a vaincu la Commune. Ils sont tombés dans cet excès de violence. Ils ont été extrêmement violents, et ils ont ramené quelque chose de très dur derrière, qui va progressivement s'assouplir. Mais la peur qu'a engendré cette révolte, cette révolution, fait que les vainqueurs derrière deviennent beaucoup plus durs. Voilà. Et c'est bien souvent le cas dans l'évolution. Je pense qu'il le serait encore plus peut-être qu'en 1948. 1948 voilà, était déjà un moment d'espoir. D'ailleurs, c'est le moment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a voulu renouer avec les aspirations les plus généreuses du politique en sortant de la Seconde Guerre mondiale. La Déclaration universelle qui d'ailleurs comporte le mot de fraternité, contrairement à notre déclaration de 1789. Tout à fait. Elle marque le saut d'un espoir plus fort encore que celui de 1789. Et puis cet espoir-là, d'après-guerre, s'est un peu étiolé à son tour. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il renaît encore. Et je crois que Léon Blum serait de ceux qui, parmi les nombreuses voix qui s'élèvent aujourd'hui, veulent à nouveau réclamer la fraternité. Y croire encore. Absolument. D'ailleurs, sont assez positifs. Absolument, bien sûr. Et ce mouvement de fraternité, en 2023, il est là. Il est dans le cœur de plus en plus
dans de plus en plus de cœurs humains. Cette idée-là, elle est, même si le système veut nous imposer encore la guerre, la violence, la haine d'autrui, le combat entre les grandes puissances, etc. Toutes ces choses-là, on sait maintenant, on a la conviction à l'intérieur de nous que c'est absurde, que c'est quelque chose qui correspond plus à notre réalité. Et donc, c'est le principe des vases communicants. Quand il y aura de plus en plus de monde, quand il y aura 51% de fraternels, de personnes qui auront envie de la fraternité universelle, de la paix universelle, eh bien, l'autre camp devra admettre sa défaite, en somme. Voilà, même s'il résiste dans le système. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. La conscience humaine, la conscience de l'universel monte progressivement dans l'esprit de l'humanité. Tout y converge. Les médias, un Américain du Sud, un Africain, un Européen, un Asiatique regardent les mêmes choses quasiment à la télévision. Ils voient qu'il existe un autre monde, il est obligé. Quand je regarde sur une chaîne chinoise des documentaires, c'est une chaîne qui diffuse que des documentaires, on voit à quel point il y a un désir de connaître l'autre. Et c'est pareil pour les documentaires occidentaux, et c'est pareil pour les documentaires africains, et c'est pareil pour les documentaires américains. Voilà, donc il y a cette chose qui forme le nouvel état d'esprit humain, qui n'existait pas il y a 100 ans. Il y a 100 ans ou 150 ans, c'était la colonisation. Et donc, c'était très marginal. Comme ceux de la commune qui parlaient de fraternité, d'universalité et tout. Globalement, le monde était plus proche des réactionnaires que de ces progressistes. Et c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis parce que c'était radical. Et donc, On pourrait remonter à Ségolène Royal, candidate disant fraternité, fraternité, mais plus récemment, on a vu le Conseil constitutionnel, par exemple, agréer l'idée. Et on voit à quel point Ségolène Royal, quand elle a crié fraternité, fraternité, même ceux de son camp n'étaient pas aptes à comprendre cette chose-là. Ils l'ont pas suivi. En réalité, les belliqueux étaient là, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout le monde lui est tombé dessus pour la faire chuter parce qu'il voulait un système atlantiste qui émerge, et ça a été Nicolas Sarkozy. Vise nationale, donc, dans la Constitution, pour s'en servir au profit d'une défense d'un certain nombre de droits individuels qu'il n'aurait peut-être pas défendus de la même façon précédemment. Certes, mais en même temps, à chaque fois qu'on se ressaisit de la fraternité, que ce soit Ségolène Royal ou le Conseil constitutionnel récemment, c'est pour répondre au sentiment que la fraternité manque dans le contemporain. La fraternité, dans le cadre de la crise migratoire, c'est justement parce que devant tant de misère, tant de manque de solidarité concrète, il faut proclamer ce principe dans l'espoir de la relancer. Vous dites quelque part dans votre beau livre, Alexandre de Vitry, si la fraternité est c'est magnifique ce qu'il dit. C'est magnifique. Ce qu'il vient de dire Alexandre de Vitry. Voilà, elle est d'autant plus importante dans le discours qu'on a peur qu'elle soit absente de la réalité. Il y a quand même quelques signes positifs. Je pense aussi au cas de Cédric Héroux, cet agriculteur de la vallée de la Roya, qui après 5 comparutions devant la justice a obtenu finalement d'être blanchi de l'accusation d'avoir défendu un migrant en situation irrégulière. Et oui, il a été au nom de la fraternité, justement. C'est là, donc, en effet, une pratique... C'est inouï qu'on ait pu... Que ce monde, c'est là où le recul démocratique, le recul républicain, le recul fraternel de cette humanité sous le néolibéralisme est inouï. C'est hallucinant. Qu'on ait pu laisser, par exemple, et tout ça, c'est juste parce que ce néolibéralisme a réussi à s'accaparer les médias.
et donc à neutraliser la critique de son propre comportement. Et c'est pourquoi dans les années 2000, 90, 2000, quand il y a eu les Américains qui ont décidé de normaliser la torture, de remettre en œuvre la torture, de la légaliser, quoi, d'une certaine manière. Des êtres humains, ils l'ont simplement délocalisé comme ils délocalisaient l'industrie. C'est quand même hallucinant que le système médiatique n'ait pas fait une révolte totale pour dire vous arrêtez tout de suite, vous sortez, vous vous rendez compte l'image que vous donnez de la démocratie. C'est de ce que vous voulez défendre comme valeur, des valeurs occidentales. C'est hallucinant quand on y réfléchit. Et le fait de laisser abuser l'ONU, c'était une honte, etc. Voilà. Et pareil pour cette fraternité, aller condamner quelqu'un qui au nom de la fraternité va sauver des migrants, par exemple, qui se noient ou qui... mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et tout ça parce que les médias ne sont pas du bon côté. Ils sont du côté de l'oligarchie et donc des valeurs que défend l'oligarchie, des valeurs plus ou moins racistes et plus ou moins... Mais une pratique individuelle, modeste en quelque sorte, et c'est toujours là qu'est le véritable espoir de la fraternité, c'est dans des pratiques à échelle humaine, disons, interindividuelles, dans les agissements de quelques-uns. Et en effet, si un espoir... Alors, cette fraternité, elle est là profondément inclue dans toute l'humanité, en réalité. La majorité humaine est fraternelle. Il faut que le système travaille au corps la conscience de l'humanité pour la diriger vers l'antifraternité. Mais globalement, instinctivement, si on n'était pas manipulé par les médias, les hommes auraient une tendance à la fraternité. Faire sentir aujourd'hui dans l'ordre de la fraternité, c'est là, dans ce genre de pratique-là. Je voudrais que nous remontions, comme vous le faites, loin en arrière, jusqu'à l'Ancien Testament. On pourrait remonter aussi à la Rome antique avec Rémus et Romulus. Mais enfin, l'Ancien Testament est très riche de force et d'ambivalence. Absolument, des grands couples de frères bien connus dans l'Ancien Testament, avec le plus emblématique d'entre eux qui est le couple d'Abel et Caïn, le premier fratricide, qui est aussi le premier meurtre d'ailleurs, et ensuite des fratricides plus symboliques, mais qui jalonnent l'Ancien Testament, en particulier la Genèse, avec des rivalités fraternelles très fortes. Il y a celle de Jacob et Ésaü, et puis celle de Joseph et ses frères, qui, moi, m'a beaucoup intéressé, parce qu'en fait, elle est une espèce de méditation et de commentaire dans un récit du fratricide d'Abel et Caïn, et d'une réflexion sur la façon dont on peut en sortir. Joseph et ses frères, c'est une réflexion sur les possibilités offertes à l'humanité de dépasser la rivalité entre frères. À cause de l'histoire égyptienne, le moment égyptien de l'histoire de Jacob. Ça c'est intéressant, je la connais pas. Tout à fait. En fait, Joseph, donc l'avant-dernier enfant de Jacob, dans cette grande fratrie des 12 fils de Jacob, va être jeté dans un puits parce qu'il est le préféré. Mais au bout du compte, c'est lui qui s'en tire le mieux, qui devient une espèce de premier ministre de Pharaon. Et lorsqu'il retrouve ses frères, ceux-ci ne le reconnaissent pas, le croit mort, et c'est lui qui va les reconnaître et en quelque sorte les sauver de leur propre tentation fratricide. Et donc c'est un texte très ambigu, très complexe, très beau, que ce Joseph et ses frères, qui constitue, disons, une étape intermédiaire particulièrement forte entre l'idée du fratricide fondateur, Abel et Caïn, et l'idée de la rédemption dans le Christ par la fraternité, qui n'est plus le fratricide et qui viendra bien plus tard dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est dans la Genèse qu'on peut lire la voix du sang de ton frère crie fraternité à du sol vers entre moi. Le frère, dans l'évolution des de spiritualités. meurtre, de violence, et le sang de la famille, ce n'est d'abord pas le sang qu'on partage en tant que fils et filles d'un même père et d'une même mère, c'est d'abord le sang qu'on verse.
Il n'est pas indifférent de savoir qu'une pièce intitulée La mort d'Abel a eu un grand succès à Paris en 1792. Et naturellement, nous aurons à parler de la Révolution tout à l'heure. Tout à fait, c'est un des grands succès dramatiques de cette période de la Révolution, une pièce de Le Gouvet, qui est moins connue bien sûr aujourd'hui, mais qui à l'époque est un grand succès populaire, qui montre de manière assez manifeste que l'inconscient fratricide de la Révolution est finalement assez conscient. Alors, on va l'inconscient fratricide pour tous les esprits de l'époque. Voilà, alors l'inconscient fratricide de la Révolution, parce que ça a été ça, ça a été un fratricide en fait, toute cette débauche de violence qui a explosé, c'est hallucinant. Et malheureusement, c'est ce qui fait que ils ont donné un exemple catastrophique de ce qu'était la Révolution. Et globalement, c'est ce qui se passe la plupart du temps dans une révolution. Elles sont rares, les révolutions douces, telles que... Elles commencent à venir maintenant dans la société. Et nul doute qu'elles seront de plus en plus utilisées, ces révolutions un peu de velours. Voilà. Mais globalement, malheureusement, il est bien souvent... derrière la révolution, il y a la vengeance, il y a des esprits comme ça qui vont arriver, les pulsions humaines, les basses pulsions humaines sont prêtes à s'épanouir à ce moment-là. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous pensez que ce travail est un peu intéressant, de mettre des pouces et puis de vous abonner. Voilà, il faut que je le dise à chaque fois, il faut que j'y pense. À bientôt, merci.